Bonjour Clément Beaune. Bonjour Apolline. Merci d'être mon invité ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes. On va bien sûr parler du pass sanitaire, des vaccins, de la reprise des voyages. Mais d'abord, cette affaire, un Boeing 737 de la compagnie Ryanair qui faisait Athènes-Vilnius, qui a été détourné vers Minsk, accompagné ou plutôt escorté par un avion chasseur biélorusse vers l'aéroport de Minsk. Et là, atterrissage forcé donc. Le militant d'opposition Roman Protasevich, qui était à bord, a été sorti de l'avion et arrêté. L'Europe condamne et promet des sanctions. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces sanctions? D'abord, c'est une affaire sidérante et scandaleuse. Pour bien expliquer, on parle d'un avion européen, d'une compagnie de l'Union européenne qui voyageait entre deux capitales de l'Union européenne. Et donc, c'est un acte de piraterie d'État qui ne peut pas rester impuni. Nous avons déjà, depuis les événements électoraux, les fraudes et les pressions très brutales depuis l'été dernier, pris des sanctions à plusieurs reprises contre la Biélorussie. Aujourd'hui, le président biélorusse lui-même est sous sanctions européennes. Il ne peut plus voyager, ses avoirs sont gelés. Et il y a une centaine de responsables politiques biélorusses qui sont déjà sous sanctions. Nous pourrions accroître effectivement ces sanctions à d'autres responsables. Ce sera discuté ce soir au sommet européen des chefs d'État et de gouvernement. Il pourrait y avoir aussi d'autres mesures que nous regardons. Je pense à une mesure qui doit se discuter au niveau européen et international. C'est par exemple l'interdiction de l'espace aérien biélorusse, qui est une mesure de sanction. Vous le souhaitez? De sécurité. Je souhaite qu'on le regarde le plus rapidement possible et je pense que serait une des mesures raisonnables pour nous protéger, parce qu'on a mis en danger la vie de ressortissants européens, au-delà de cet opposant. Nous condamnons évidemment l'arrestation, mais il y avait 9 passagers français à bord. Il y avait beaucoup de passagers européens, de passagers tout court, qui ont été mis en danger avec un chasseur biélorusse qui a escorté l'avion et forcé à atterrir. C'est de la piraterie. Donc, on peut imaginer ce type de mesure. Et en plus, je le signale, ça fait aussi des recettes en moins pour le régime biélorusse, parce que tout survol d'un espace aérien, ce sont une partie de taxes aériennes qui reviennent au pays. Donc c'est une forme de sanction. Ce serait pour la sécurité, mais ça aurait aussi des conséquences économiques. C'est une des options que nous regardons vous pour le dites quand même, Clément Beaune, des sanctions contre la Biélorussie. Vous en avez mis en place au niveau européen depuis la reconduction au pouvoir d'Alexandre Loukachenko. Ça ne lui fait donc visiblement pas peur du tout. C'est quand même un régime aux abois qui utilise ce genre de procédé. Et on voit d'ailleurs, je veux rendre hommage d'abord... C'est surtout un régime qui n'a plus peur de personne. Oui, c'est possible, on le voit, qui dérive complètement. Mais il faut avoir, je crois, la fermeté nécessaire des mesures de sanctions, ce type de mesures sur l'espace aérien que nous regarderons au niveau européen et international. Et puis continuer, malgré tout, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais c'est nécessaire, une discussion, notamment avec la Russie, dans le cadre de l'OSCE, qui est l'Organisation de sécurité européenne, pour essayer de trouver des solutions de dialogue politique. Et que M. Loukachenko parte le plus vite possible. J'y crois, ça ne se décide pas. Malheureusement, on ne va pas faire une opération militaire contre Minsk. Je crois que ce ne serait pas sérieux et protecteur. Mais nous continuerons à soutenir l'opposition politique, nous continuerons à prendre des mesures de sanctions, nous les renforcerons et nous continuerons aussi le dialogue politique avec la Russie, avec cette position de fermeté, pour faire en sorte que la Biélorussie, qui est la dernière dictature d'Europe, bascule, j'espère le plus vite possible, enfin dans la démocratie. Est-ce qu'à l'instant où on se parle, Clément Beaune, vous pouvez assurer à tous ceux qui nous écoutent, aux voyageurs français, aux voyageurs européens, qu'ils sont en sécurité dans l'espace aérien? Bien sûr. Et un épisode comme celui-là, qui paraissait, dire si ça n'était pas si grave, digne d'un roman d'espionnage, même au cœur de la guerre froide, on ne l'imaginait pas vraiment. Bon, ça s'est passé. Et donc on doit prendre des mesures de sanctions, mais aussi effectivement assurer d'abord la sécurité de nos propres ressortissants. J'ai été en contact hier, comme Jean-Yves Le Drian, avec les autorités de Lituanie, c'était la destination, pour qu'ils s'assurent que tout le monde revienne, malheureusement pas l'opposant, et que nos ressortissants soient accueillis hier soir à Vilnius, je les en remercie. Et bien sûr, nous prendrons toutes les mesures de sécurité pour qu'il n'y ait aucun danger en Europe ou ailleurs quand on prend l'avion. Vous ajoutiez malheureusement pas l'opposant. C'est ce que n'a pas ajouté la commissaire au transport qui hier tweetait et a surpris en tweetant qu'elle se réjouissait de savoir que tout le monde rentrait sain et sauf. Oui, c'était sans doute un peu rapide. Elle se réjouissait que les passagers puissent être pris en charge et soient sains et saufs en effet. Mais évidemment, on ne peut pas être soulagé tant que l'opposant et sa compagne soient aujourd'hui arrêtés dans des conditions qu'on ne connaît pas exactement, mais extrêmement graves, peut-être violente, et donc nous veillerons aussi à cela en soutenant l'opposition encore. L'Europe demandera à ce qu'il soit libéré? Bien sûr, l'Europe a déjà demandé hier soir unanimement sa libération immédiate, les États-Unis aussi, je m'en réjouis. Il y aura
des mesures internationales dans les prochains jours. Clément Beaune, vous qui êtes secrétaire d'État aux affaires européennes, ce qui est évidemment aussi au menu des discussions européennes, c'est la question du pass sanitaire. On a bien compris que l'Europe s'était mise d'accord sur un pass sanitaire, mais pas forcément exactement ensuite sur le fait qu'il exemptera de quatorzaine ou non. Est-ce que vous pouvez nous assurer d'abord qu'il y aura vaccin ou test, ou est-ce que pour certains pays, il faudra et vaccin et test? Non, je vais être très clair là-dessus. C'est un vrai progrès de coordination. Et on n'a pas toujours été bien coordonnés au niveau européen. Là, c'est un outil très utile. Il sera mis en place complètement le 1er juillet. Donc, toute fin du mois de juin. 1er juillet, il sera complètement opérationnel dans les 27 pays de l'Union européenne. Je veux être très clair aussi, parce qu'il y a eu de la confusion. Ce sera vaccin ou test. Pourquoi il y a un peu de confusion, de débat aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas encore en place. Et donc, y compris la France, aujourd'hui, on exige toujours un test. Même pour un voyage au sein de l'Union européenne. Et même pour ceux qui sont vaccinés? À ce stade, oui. À ce stade, oui. Mais l'idée du pass sanitaire européen, c'est de faire en même temps, ensemble, cette harmonisation pour que ça soit vaccin ou test, et pas les deux. Et nous prendrons nos propres décisions nationales pour peut-être anticiper un peu, commencer à avoir des voyages plus faciles. Dans le courant du mois de juin, nous prendrons des décisions gouvernementales françaises la première semaine du mois de juin sur la reprise des voyages. Qui pourrait permettre de mettre en place ce pass avant le reste de l'Europe? C'est une des possibilités pour des pays dont la situation sanitaire est sûre, parce que nous restons extrêmement prudents vis-à-vis de nos partenaires européens, mais plus encore des pays non européens. Qu'on se comprenne bien, en fait ce pass, c'est une sorte d'outil sur lequel vous vous mettez d'accord, mais ensuite sur les règles, vous n'êtes pas forcément d'accord. Non, il y a un cadre précis. Par exemple, je vous donne 2 exemples très concrets. Les tests, tous les tests PCR seront reconnus dans ce pass. Il peut y avoir une petite flexibilité pour la durée de validité du test, entre 24 et 72 heures, pour être très concret. On continue des efforts pour essayer que même dans ce cadre européen, on ait le plus d'harmonisation possible. Cet après-midi, avec Olivier Véran, nous réunissons nos homologues de 7 pays européens, les plus proches de nous et ceux avec lesquels il y a le plus de flux touristiques. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal par exemple, en essayant d'avoir exactement les mêmes règles. Donc on continue ce travail d'harmonisation. Les vaccins, c'est très important, ce seront tous les vaccins autorisés par l'Agence européenne du médicament. Il y en a 4 aujourd'hui. Et là, je veux être précis aussi, nous serons très prudents. Il n'est pas question pour nous d'accepter qu'on arrive en France avec un vaccin dont on n'est pas sûr de la protection. Est-ce que ça veut dire que des Hongrois qui auraient été, par exemple, vaccinés avec le vaccin russe Sputnik n'auraient pas l'autorisation d'entrer en France? Absolument. Absolument. Ils peuvent faire un test, bien sûr. Mais le vaccin, dans ce cas précis, ne suffira pas, qu'on vienne de Chine, du Chili, de Hongrie même, au sein de l'Europe, parce que nous voulons être sûrs que les gens qui sont en France pour la saison touristique soient bien protégés. Le pass sanitaire ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas de quatorzaine? Alors, nous souhaitons que ce soit comme ça, c'est-à-dire que ce soit pass sanitaire, il est sûr, vaccin ou test, point barre. C'est juridiquement possible que quelques pays rajoutent une quatorzaine, mais c'est pour ça qu'on fait cette coordination avec Olivier Véran ces jours-ci, cet après-midi et dans les prochains jours, pour s'assurer qu'on ne rajoute pas des mesures supplémentaires. Je crois que quand on a la sécurité sanitaire d'un côté, la simplicité du pass, il ne faut pas en rajouter, il faut qu'on respire, qu'on soit prudent. Mais ce pass sanitaire, il est prudent. Est-ce que vous pourriez mettre en garde des pays qui seraient tentés de mettre, par exemple, les Français qui viennent voyager chez eux en quatorzaine à l'arrivée, leur dire, dans ces cas-là, ce sera la réciproque? Je préfère que pour l'instant, on soit dans la coordination plutôt que dans la menace. Bon, donc on a encore quelques jours pour préparer, quelques semaines pour préparer notre saison touristique. C'est ce qu'on fait très concrètement. Et puis, je veux le dire aussi, parce qu'on ouvre quand c'est possible, on ferme quand c'est nécessaire. Et donc les pays où il y a une forte circulation du variant, Brésil, Inde, aujourd'hui c'est le cas et ça durera tant que c'est nécessaire, vous avez des mesures très strictes de quarantaine par exemple à l'arrivée et ça demeurera parce qu'on doit se protéger. Est-ce que vous nous confirmez qu'à partir du 9 juin, les Américains pourront revenir en Europe, les Américains vaccinés? Alors je ne peux pas vous confirmer que ce sera pour les Américains à partir du 9 juin, on prendra nos décisions la première semaine de juin, on définira une liste de pays verts, peut-être les États-Unis, dans lesquels la situation sanitaire est suffisamment bonne, et ça on a harmonisé les critères européens, pour les laisser rentrer en France ou ailleurs en Europe. Je pense que les États-Unis pourraient en faire partie, mais nous devrons examiner la situation sanitaire début juin. Si les États-Unis font partie de ces pays, ce qui visiblement à ce stade est en train de se dessiner, et que donc les Américains vaccinés pouvaient venir sur le sol européen, est-ce que vous vous attendez à ce que les Américains fassent de même et que les Européens puissent retourner aux États-Unis? Oui, nous le demandons, et il y a en ce moment des négociations entre l'Union européenne, la Commission, pour les 27 pays, et des grands partenaires
économiques, touristiques, les États-Unis bien sûr, mais aussi le Royaume-Uni par exemple, ou la Suisse, qui sont des flux touristiques importants, des flux économiques importants, pour qu'on ait l'ouverture quand c'est sûr, le plus vite possible, et la réciprocité, si possible, c'est évidemment ce que nous souhaitons. Clément Beaune, est-ce que vous pouvez dire aux Français qu'au fond, ça y est, ils peuvent commencer à prendre des billets pour cet été, en toute sérénité, pour l'Europe et peut-être même, par exemple, pour les États-Unis? Alors, je souhaite que les Français, le plus possible, puissent être en vacances en France. Bon. Mais on se met en situation, oui, que les voyages au sein de l'Europe puissent reprendre à partir de la fin du mois de juin, du tout début du mois de juillet. Vous disiez qu'il reste en France, mais en France, il y aura aussi, pour certains endroits, une restriction sanitaire. Le patron du Club Med a annoncé qu'il mettrait en place une nouvelle frontière, en quelque sorte, à l'entrée des clubs avec un pass sanitaire. D'autres, des campings, des hôtels pourraient le suivre. Est-ce que vous soutenez cette démarche des opérateurs touristiques français? Là, il faut être prudent, il faut bien qu'on se coordonne. C'est ce que fera mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne en charge du tourisme. Attention, on ne peut pas, au-delà de la loi, le pass sanitaire est très encadré, vous avez vu les débats au Parlement. On ne peut pas rajouter chacun, par exemple, dans son restaurant ou dans un club, une exigence de pass sanitaire si elle n'est pas prévue par la loi. C'est la loi qui définit les lieux qui sont accessibles sous condition de pass sanitaire. Il y a encore des discussions pour savoir si les grands campings, etc., seront dans ce cas-là. C'est des événements, des lieux de rassemblement de plus de 1000 personnes. C'est pas à chacun de décider s'il veut le pass sanitaire pour la vie touristique, sportive, culturelle. Quand le Club Med en fait pratiquement un argument marketing en disant voilà, chez nous vous serez complètement nous le vérifierons safe. avec eux. Si vous c'est dites la loi, attention, c'est pas à vous de décider. Si c'est la loi, c'est possible, mais non, parce que là aussi c'est quand même un sujet, on l'a vu, de liberté individuelle et c'est normal. Moi je pense qu'on doit défendre le pass sanitaire pour les voyages, pour les grands rassemblements, mais on ne va pas au restaurant ou au travail avec un pass sanitaire. C'est pas une société dans laquelle nous voulons vivre. Et donc il y a une loi. On vérifiera avec les professionnels au cas par cas qu'ils ont le droit ou pas. C'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Clément Beaune, vous avez sans doute lu, j'imagine, les propos de Stéphane Bancel, qui est le PDG français de Moderna, qui donnait une interview au Journal du Dimanche hier. Et il a été très critique à l'endroit de l'Europe. Il a raconté comment s'étaient passées notamment les négociations sur les achats de vaccins. Et il dit « Le dossier s'est enlisé à Bruxelles. J'ai pressé l'Europe de passer commande et de nous verser un acompte pour lancer la production en vain. » Oui, alors Stéphane Bancel avait déjà dit ça. Honnêtement, je pense qu'il y a un peu de vrai, un peu d'exagération. Je le dis, on peut sans doute aller plus vite dans nos procédures européennes. Mais une partie du fait qu'on a pris un peu plus de temps, c'est vrai, que les Britanniques ou que les Américains, notamment que les Britanniques, c'est qu'on a suivi des procédures plus rigoureuses. Les Anglais, les Britanniques ont pris un peu plus de risques, moi je l'ai dit dès le départ, dans la procédure de vaccination. Ces risques, pour l'instant, ont été payants. Mais est-ce que nous, Européens, on était prêts à le faire au début ? Prendre des procédures d'urgence pour autoriser certains vaccins, on vérifie moins d'informations. Je ne le crois pas. Souvenons-nous, parce qu'on peut refaire le film. Mais en novembre, en décembre, quand les vaccins débutaient, quand on les découvrait, on avait des responsables politiques de tout parti, notamment au Rassemblement national, qui nous disaient l'ARN messager, jamais, vous êtes des fous. Qui nous disaient n'allez pas trop vite, pas de procédure d'urgence, vérifions bien tout. On l'a fait pour être sûr. Et maintenant, on accélère. Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse sur notre rapport au risque dans les sociétés européennes. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois c'est formidable, ça va plus vite en Israël, ça va plus vite au Royaume-Uni, et ne pas regarder comment ils font. Ils ont pris plus de risques que nous. Est-ce qu'on était prêt à le faire? Je ne crois pas. Est-ce que pour la suite, on sera prêt à le faire? Ayons ce débat de société. Donc pas de regrets. J'ai des regrets sur un certain nombre de points, et je vous dire sur un point. C'est qu'on n'a pas été assez au rendez-vous de l'innovation. On n'a pas, sans doute, au départ, misé assez, financièrement, sur des grandes innovations comme l'ARN messager, qui ont été inventées en Europe. C'est ça le paradoxe. Donc on a été très frileux. On a été un peu timide. Mais ce n'est pas d'ailleurs que l'Union européenne, c'est nous, Européens, l'ensemble des pays. Et c'est peut-être un peu notre culture aussi. Donc réfléchissons à ça pour qu'on soit un lieu de risque et d'innovation un peu plus. Clément Beaune, la crise migratoire, ces images bouleversantes qu'on a vues depuis une dizaine de jours maintenant, de ces jeunes qui risquent tout pour arriver sur la plage espagnole de l'enclave au nord du Maroc. Est-ce que c'est un problème marocain ? Est-ce que c'est un problème espagnol? Est-ce que c'est un problème européen? Le problème migratoire, c'est un problème européen qui ne peut se résoudre que de manière européenne. Ces images sont déchirantes. Et ceux qui disent que ce sont des crises migratoires, ce n'est pas vrai. Il y a un phénomène migratoire, il faut le regarder en face. Il y a une jeunesse, en Afrique notamment, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, qui veut venir en Europe parce qu'elle n'a pas de perspective chez elle. À nous de lui en donner aussi par des actions de développement plus fortes. C'est une des raisons pour lesquelles on augmente très fortement, pas qu'en France, mais d'abord en France, notre aide au développement. Et puis il faut être sérieux, ferme parfois, dans la gestion de nos frontières. Là, il y a eu un épisode où l'Espagne a été mise en difficulté dans sa relation avec le Maroc. Nous soutenons l'Espagne et nous appelons à la reprise de la coopération avec le Maroc. Là, je crois que c'est un épisode spécifique
où il y a eu une tension diplomatique entre l'Espagne et le Maroc qui a donné lieu à ce pic migratoire. Mais quand vous dites on aide l'Espagne, on l'aide comment ? On l'aide d'abord en disant qu'on la soutient, on l'aide en regardant si on peut l'aider à gérer ses frontières, et puis plus largement, il y a en Espagne aujourd'hui, je ne pense pas seulement au Maroc, mais en mer, des bateaux européens de notre agence de protection des frontières qui s'appelle Frontex, qui aide l'Espagne, comme elle aide la Grèce, à gérer ses frontières. Mais ce n'est pas suffisant, on doit renforcer cette agence pour mieux gérer nos frontières, et puis on doit avoir une politique migratoire plus européenne. Quand on voit en Italie les débarquements qui reprennent parfois sur certaines îles, on doit aider l'Italie à gérer sa frontière, à empêcher un certain nombre d'arrivées, travaillant avec la Libye par exemple, mais aussi quand ce sont des réfugiés, quand ce sont des gens qui ont droit à l'asile. On doit répartir l'effort. La France prend plus que sa part. Mais d'autres pays européens, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, je pense à d'autres, ne prennent pas leur part. Ils doivent aider aussi. Clément Beaune, vous étiez à Rotterdam en direct pour l'Eurovision samedi soir. On vous a vu vibrer pour Barbara Pravi. Elle est arrivée deuxième derrière l'Italie. Le chanteur a-t-il pris de la cocaïne en direct ? Est-ce que vous avez un doute ? Est-ce que vous avez des informations ? Alors, moi, je ne sais pas. Je ne vais pas vous révéler le scoop. Je n'étais pas derrière sa table. Vous étiez dans la salle, mais pas derrière sa table. Dans la salle, pas derrière sa table. D'abord, je veux féliciter Barbara Pravi. C'est notre meilleur score depuis 30 ans. Je crois qu'on avait tous besoin, envie de retrouver un événement, même quand j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui étaient sur place pour défendre au nom de la France Barbara Pravi. Mais tout le monde a vibré. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont regardé depuis 15 ans, je crois, l'Eurovision. Un Européen sur deux a regardé l'Eurovision. Et puis, il y a ce doute, oui, sur le groupe italien, le chanteur italien. Il a accepté de se soumettre à un test qui aura lieu sans doute aujourd'hui ou demain, dont on aura les résultats dans les 48 heures, je suppose. Et l'UER, comme ça s'appelle, l'Union européenne de radio-télévision, qui est l'organisme européen qui organise ce grand concours, prendra des mesures si c'est nécessaire. Donc je crois qu'il faut qu'il n'y ait aucun doute et une totale transparence. Test, s'il y a un problème, sanction. Et s'il n'y a pas de problème, tant mieux, et nous reconnaîtrons cette belle victoire. Et s'il est positif, est-ce qu'il doit rendre le titre ? S'il est positif, pas moi qui le décide, mais les mesures de sanction sont prévues jusqu'à effectivement une disqualification possible en cas de problème. Donc ce que vous nous dites ce matin, c'est que potentiellement Barbara Pravi pourrait de fait gagner l'Eurovision. Je ne veux pas être mauvais joueur. D'abord, je salue l'Italie parce qu'aujourd'hui, c'est le vainqueur. Je salue évidemment Barbara Pravi parce que c'est une excellente performance. Pour moi, elle a quand même gagné, au fond, indépendamment de toute cette affaire. Et puis, il y a un doute par ailleurs, vérifions, qu'il n'y ait aucune suspicion. Et puis peut-être il faudra changer les règlements pour qu'on ait des tests plus rapides pour vérifier ce genre de cas, parce qu'on ne peut pas, même en termes d'image, je crois, laisser penser que ces concours donnent lieu à on en parle pratiquement comme d'une forme de dopage. Je ne sais pas si c'est du dopage, je ne pense pas que ça allait aider à gagner, je n'en sais rien, mais en tout cas, en termes d'image, d'exemplarité, beaucoup de jeunes regardent, je crois qu'on ne peut pas laisser faire ça. Clément Beaune, à propos des jeunes, Emmanuel Macron qui s'est prêté au jeu des youtubeurs McFly et Carlito, est-ce que c'était sa place ? Mais oui, je crois que c'est sa place. Le président de la République, il ne fait pas ça tous les jours. Mais il doit, moi je pense que c'est parfaitement nécessaire, il s'occupe de grandes crises internationales, il est président à 200% du temps. Et il fait des blagues. Mais il fait des blagues, heureusement. Et il parle aux jeunes, mais il y a beaucoup de fond dans cette vidéo aussi. Et on peut s'autoriser, je crois, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est engagé dans sa fonction présidentielle, de communiquer, d'expliquer, de rire parfois, à destination des jeunes, dans un moment qui était une semaine aussi de réouverture, de respiration pour nous tous. Je crois que ce soit de l'Eurovision à ces vidéos, on avait besoin aussi de moments comme ça. Alors c'est pas tout à fait sans conséquence, puisqu'il aura un gage, le président, et qu'il s'est engagé à avoir le portrait de McFly et Carlito dans son bureau pour les vœux du 14 juillet. Sérieusement ? On verra. Il va peut-être pas répondre à son gage. Vous avez un petit doute. Je ne sais pas comment ça se passe, les gages avec McFly et Carlito. Je comprends que c'est la pratique. Mais vous trouvez quand même que la photo de McFly et Carlito sur son bureau au moment du 14 juillet, c'est pas tout à fait... On verra. Oui, je vous sens pas hyper convaincu quand même. Écoutez, je suis pas sûr que ça soit le centre de cet événement. Et puis, quand bien même ça arriverait, on parle de sans doute quelques secondes. Je pense pas que ça remette en cause la solennité du bureau présidentiel, de la fonction présidentielle. Je pense, pour le connaître assez bien, que le président de la République est particulièrement attaché. Je note parfois qu'on lui a reproché le contraire. Trop de raideur, de verticalité. Or qu'il a montré, pour ceux qui avaient un doute, que c'était aussi une personne extrêmement engagée pour les jeunes, très préoccupée, là je le dis sans sourire, dans cette période de crise, par l'ambiance, l'atmosphère, parfois pesante, dans la jeunesse française. C'est ça, sur le fond, le message. Merci Clément Beaune d'être venu dans ce studio répondre à mes questions pour RMC et BFM TV. Clément Beaune, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes. Merci.